aujourd'hui devant vous. L'Ukraine, par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union européenne. Nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. Et c'est la vérité que de dire cela. Sauf à ce que nous décidions de baisser les standards de cette adhésion et donc de complètement repenser l'unité de notre Europe et parfois les principes au nom desquels nous sommes exigeants à l'égard de certains de nos propres membres. Et nous y tenons tous. Soyons clairs, l'Union européenne, compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition, ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen. Il y a d'ores et déjà plusieurs pays des Balkans occidentaux qui sont engagés dans un processus d'adhésion et celui-ci doit poursuivre son chemin. Et eux ont une vocation qui est déjà tracée. Mais il nous faut très clairement, face à ce nouveau contexte géopolitique, trouver la voie pour penser notre Europe, son unité, sa stabilité, sans fragiliser l'intimité bâtie au sein de notre Union européenne. Nous avons donc le devoir historique, non pas de faire comme on a toujours fait et de dire la seule réponse est l'adhésion, je vous le dis très sincèrement, mais d'ouvrir une réflexion historique à la hauteur des événements que nous sommes en train de vivre sur l'organisation de notre continent. Au moment où le Conseil de l'Europe lui-même, cette famille de valeurs communes abandonnée par la Russie, ce Conseil, présent ici même à Strasbourg, est également secoué par les bégaiements de l'histoire. En 1989, le président François Mitterrand ouvrit cette réflexion, alors que l'Union soviétique se délitait, en proposant la création d'une confédération européenne. Sa proposition n'eut pas de postérité. Elle était sans doute trop précoce, elle associait la Russie à cette confédération, ce qui, bien entendu, fut très rapidement inacceptable pour les États qui venaient de se libérer du joug de l'Union soviétique. Mais elle posait une bonne question et cette question demeure. Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne? C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. La rejoindre ne préjugerait pas d'adhésion future à l'Union européenne, forcément, comme elle ne serait pas non plus fermée à ceux qui ont quitté cette dernière. Rassembler notre Europe dans la vérité de sa géographie, sur l'assise de ses valeurs démocratiques, avec la volonté de préserver l'unité de notre continent et en conservant la force et l'ambition de notre intégration. Voilà la proposition en complément de la réponse aux vôtres que je voulais faire devant vous aujourd'hui. Je tâcherai dans les prochaines semaines et les prochains mois de consulter, travailler avec l'ensemble des États, gouvernements intéressés à ce projet pour chercher à le parachever, car je crois qu'il en va de la stabilité et de l'avenir de notre continent. Mesdames et messieurs, il y a un an,
Je vous disais mon espoir que cette conférence sonne le retour des grands rêves et des grandes ambitions. C'est ce que vous avez aussi voulu. C'est ce que vous avez fait. C'est donc ce que nous allons ensemble poursuivre. C'est ça l'Europe. Ce sont des rêves fous, des ambitions inédites, et c'est ensuite la capacité collective à construire des compromis qui peuvent sembler quelquefois laborieux, mais qui sont la langue de l'Europe, c'est-à-dire celle de la traduction permanente. Agir fort, aller vite, rêver grand. Ces mots ne sont pas seulement l'apanage de la Chine ou des États-Unis d'Amérique. Ces ambitions, nous les faisons nôtres, gardant bien à l'esprit qu'il ne serait rien sans ce supplément d'âme européen qui nous rend uniques, qui fixe le cap, donne le sens, qui fait que notre Europe est ce continent inédit où les grandes célébrations se font en parlant toutes nos langues et en les traduisant, et en ayant une langue universelle qui est la nôtre, la musique, nos hymnes européennes. Alors ce chemin que nous avons commencé à dessiner ici, maintenant à Strasbourg, tresse en quelque sorte un serment. Ce serment de Strasbourg pour une Europe souveraine, unie, démocratique et ambitieuse. Il nous appartiendra d'y être fidèles, tous et toutes, ensemble. Comptez sur moi. Merci beaucoup. Voilà ce discours très attendu du président Emmanuel Macron. Arlette Chabot nous a rejoints, on leur remercie. On va dire que c'est un président réaliste qui s'est exprimé il y a quelques instants. L'Ukraine de cœur, oui, mais l'Ukraine de cœur seulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses à respecter et on ne peut pas tout dire, tout promettre et tout faire. Alors ça vise effectivement la candidature à l'Union européenne. Il y a deux choses. D'abord, il y a des messages très clairs quand même en direction de l'Ukraine. C'est bien sûr le soutien, avec des phrases fortes. La Russie ne doit jamais l'emporter, même si le président français rappelle que l'Union européenne n'est pas en guerre avec les Russes. Il y a préserver évidemment la paix en Europe, ça paraît une évidence, mais toujours bien de le dire et d'essayer aussi d'arrêter évidemment la guerre. Après, il y a l'autre volet, parce qu'on est là dans une réflexion sur l'avenir de l'Europe. C'est la fin d'un grand travail de concertation un peu partout en Europe. On arrive aux conclusions. Il y a deux éléments. Il y a un président qui réaffirme qu'il veut une Europe souveraine, indépendante. Ça vise l'énergie, par exemple. Ça vise le climat et sous-entendu aussi, même s'il ne l'évoque pas aujourd'hui, la défense. Et puis, il y a demain la réflexion sur l'architecture de l'Europe. C'est là qu'on revient aux candidatures. La candidature de l'Ukraine, évidemment, à l'Union européenne, mais il y en a d'autres qui sont évoquées, bien entendu. Il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Donc, il y a réflexion du président de la République. Proposition de réviser les traités. Ça paraît un peu compliqué, un peu casse-pied, mais c'est fondamental si on veut organiser réellement le fonctionnement de cette Union européenne demain, surtout si elle est élargie. Il y a d'autres pays qui sont candidats, on le sait, dans les Balkans. Et puis, il y a la proposition mise sur la table qui revient aux années 90, formulée par François Mitterrand. François Mitterrand avait proposé une sorte de confédération européenne. Là, il parle plutôt d'une alliance politique, communauté politique, dit le président de la République. Ça, c'est un projet qu'il met sur la table. Eh bien, ça ferait ainsi une Union européenne d'un côté et puis une maison, j'allais dire, plus large, maison commune, à laquelle pourraient adhérer tous ceux qui se réclament des valeurs de la démocratie que nous défendons. Ala Poëdi, c'est vrai que l'Ukraine réclame l'adhésion à l'Union. On leur répond, oui, vous êtes membre de cœur, mais il ne faut pas rêver, ça prendra du temps si jamais ça se Peuple européen. Oui, pas de nature à... Je peux vous dire que je suis quand même bien déçue de ce discours du président Macron.
parce que j'attendais un peu plus de force, un peu plus d'affirmation concernant l'Ukraine, parce qu'il a parlé de la guerre en Ukraine comme un autre événement. De la même manière, il a mis sur le pied d'égalité le climat, etc. Mais de quel climat, de quel agenda sur le climat, sur la sécurité alimentaire on peut parler quand il y a ce genre de guerre, et on parle même de la menace nucléaire. Donc il faut d'abord, pour moi, le point important sur lequel il aura dû peut-être vraiment mettre l'accent, c'est arriver à la paix à la fin de la guerre en Ukraine. Après, il parle aussi, j'ai pas du tout aimé son explication quand il a dit on va essayer d'aider l'Ukraine à tenir. Il n'a pas parlé de la victoire ukrainienne, et pourtant le monde entier déjà parle, notamment les Américains qui nous aident énormément et aussi les Britanniques. L'Ukraine doit tenir, la Russie ne jamais l'emporter. Voilà, mais il n'a pas parlé. Ça veut dire quoi tenir? Ça veut dire quoi? Partir dans les années de la guerre, tenir, c'est encore garder. Il n'a pas clairement parlé de. Mais ne jamais l'emporter pour les Russes, on peut en disserter, oui. C'est très intéressant. Ça ne veut pas dire gagner non plus. Oui, ça veut dire tenir dans la durée, et ça ne nous convient pas du tout parce qu'on ne veut pas tenir dans la durée. On veut gagner cette guerre et arrêter. Justement, et aussi par rapport à, je trouve aussi qu'il n'a pas mis l'insigne. Vous savez, il y a Ursula von der Leyen, elle a un petit ruban aux couleurs du drapeau ukrainien, et d'autres personnes aussi. Président Macron n'a pas mis. Je trouve que c'est très décevant de sa part. Et aussi, je dirais, vous savez, du point de vue psychologique, moi je pense qu'il s'appelle un peu trop souvent avec Poutine. Il a une sorte, peut-être, je crains qu'il n'ait pas une sorte de fascination de Poutine, parce que son discours est quand même assez mesuré par rapport au danger que vit l'Europe aujourd'hui sur la terre européenne. Donc pour moi, j'espère qu'il va évoluer, surtout peut-être après la visite à Boutcha, la visite en Ukraine, quand il verra sur place ce qui se passe. Alors pour le moment, le président Emmanuel Macron a dit qu'il ne se rendrait pas tout de suite, malgré les demandes insistantes des Ukrainiens et de Zelensky. Quand il peut être utile, c'est ce qu'il a dit. Oui, sauf le problème qu'il ne trouve pas encore ça utile. Et c'est ça aussi qui se retrouve dans son discours, pour moi, qui est assez faible, notamment par rapport aux Russes. Et d'ailleurs aussi, une fois de plus, il a répété son mantra, on n'est pas en guerre en Russie. Excusez-moi, la Russie est en guerre avec vous. Et la Russie ne demande pas si vous êtes en guerre avec elle. Elle vous fait la guerre, parce que l'objectif suprême aussi, l'un des objectifs suprêmes de la Russie, c'est la destruction de l'Union européenne, de cette famille européenne. Et ça, ce qu'elle a poursuivi avant, voilà. Et là, le couronnement de ce parcours de la Russie agressive et criminelle, c'est la guerre en Ukraine. Jean de Gnassi, Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est qu'il faut créer, je cite, une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine. C'est quoi? Il y a un noyau européen, puis autour, il y a des États amis? Ce que je voudrais dire, c'est que dans son discours, le président Macron a incarné une voix et une vision européenne, à la fois concernant l'Ukraine et à la fois concernant la construction de l'Europe. Il faut savoir qu'en fait, bien qu'elle ne soit pas incompatible, bien qu'ils ne soient pas incompatibles, les objectifs des États-Unis, par exemple, les objectifs de l'Europe ne sont pas les mêmes. L'objectif de l'Europe, c'est de bâtir une structure de paix en réglant évidemment la question ukrainienne et en empêchant les Russes de vaincre. L'objectif américain, ils l'ont dit, c'est de mettre à genoux la Russie pour qu'elle ne recommence pas ce coup-là. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que la Russie veut laminer la puissance, les États-Unis veulent laminer la puissance militaire russe, c'est leur priorité. Nous ne sommes pas contre ça, mais notre priorité à nous, c'est de construire l'Europe. Donc pour construire l'Europe, dans un spectre qui va bien plus loin que l'Ukraine pour les États-Unis. Et nous aussi d'une certaine façon d'ailleurs, parce que donc j'ai noté 3 points importants dans le discours de Macron. Premier point, la reconstruction de l'Ukraine. Parce que c'est là que l'Europe va jouer un rôle important. Et c'est l'Europe, les États-Unis en joueront bien sûr un rôle, mais l'Europe jouera un rôle très important. Et donc, non seulement on soutient l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'Ukraine, mais en plus, on va la reconstruire. En tout cas, c'est l'Europe qui sera l'acteur principal. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il a dit, on n'est pas en guerre, et c'est vrai que c'est une nuance qui a été soulignée. Il a dit, il faut faire en sorte que la Russie ne l'emporte pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire en sorte, et il dit après, pas d'humiliation.
c'est très important pour le futur. Et ça, ce futur, il l'a abordé en dernière partie de son discours, c'est la référence à la Confédération européenne. On a dit maison commune, enfin, mais ça veut dire que nous avons besoin d'une structure de paix en Europe, ça fait longtemps qu'il le dit. La référence à Mitterrand est très intéressante et très importante, parce que Mitterrand a proposé que la sécurité de l'Europe soit assurée par une structure qui englobe l'ensemble des États et des organisations, et non pas par l'OTAN. Et en fait, c'est là aussi que la vision de Macron n'est pas la vision américaine, c'est une vision spécifiquement européenne. Vincent. Alors, d'abord, je pense que s'agissant de son éventuel voyage à Kiev ou ailleurs en Ukraine, il commet une erreur. Il dit à condition d'être utile. Très bien. Rationnellement, c'est un argument recevable. Ça veut dire que les autres n'ont pas été utiles à ce moment-là. C'est qu'il en va de l'utilité géopolitique comme de l'utilité du vote. Vous savez, il y a le vote utile et le vote de conviction. On rappelle que Charles Michel est à Odessa. De conviction. Oui, mais en ce moment même. Et par exemple, puisqu'il va à Berlin demain, moi, je pense qu'il y a un scénario qui aurait de la gueule, c'est que Olaf Scholz et lui aillent ensemble dans la foulée à Kiev. Bon, alors, ce sera quand? Mais il faut évidemment que ce soit avant le terme de son mandat de président du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le 1er juillet prochain. Deuxième remarque, je comprends tout à fait la déception qu'Allah vient d'exprimer. À une nuance près, c'est que le format de cette intervention, c'est la journée de l'Europe. Ça n'est pas une conférence sur l'Ukraine. Donc il ne peut pas, évidemment, consacrer l'intégralité de son propos à l'enjeu ukrainien, quelle que soit l'importance de celui-ci. Et le dernier point, sur la retenue de son discours, sur la référence assez largement frelatée par Moscou à l'humiliation, etc., je crois qu'il s'inscrit dans le coup d'après. C'est-à-dire que, quelle que soit l'ampleur des atrocités que personne ici ne conteste, commises par les Russes en Ukraine, un jour, il faudra bien arriver à un traité de paix, à un pacte, à un compromis, etc. Et donc, lui veut faire en sorte, et c'est ce qui explique aussi le fait qu'il n'ait pas voulu employer le mot de génocide. C'est le fait qu'il n'emploie pas le mot de dictateur, alors que si quelqu'un le mérite ici-bas, c'est bien Vladimir Poutine, etc. C'est justement parce qu'il s'inscrit dans l'après de la partie strictement militaire de ce conflit. Est-ce que c'est ce que vous dites quand il s'inscrit justement dans cette volonté, quand il dit « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », je cite, pas d'humiliation, pas d'esprit de revanche? Oui, mais en fait, c'est là encore mais jusqu'à quand? Ça veut dire quoi l'humiliation dans ce contexte? Jusqu'à quand il tient ce raisonnement, ou est-ce que de tenir ce raisonnement, la première phase, ce que dénonçait Madame tout à l'heure sur ce plateau, c'est-à-dire qu'il y a le temps de la guerre, certes, mais Emmanuel Macron nous l'a dit, il n'est pas en guerre, l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie, et il y a le temps de la négociation, parce que de toute façon, il y aura un après. Bien sûr, il y aura un après, c'est ça. Après, on peut faire toute la démagogie qu'on veut et faire toutes les déclarations qu'on veut. La seule chose qui compte, c'est ce qu'il a dit en premier, c'est faire en sorte que les Ukrainiens puissent résister à l'invasion russe, ce que fait l'Union européenne, et qui ont été d'ailleurs, rappelons-le, les premiers à le faire sur les sanctions, et à commencer à envoyer des armes dès 2 jours après l'invasion, ce qui est alors que même que les Américains n'avaient pas encore fait. Donc, excuse-moi, et après, il se trouve qu'une fois que les Américains déploient, ils déploient parce qu'ils en ont beaucoup plus. Mais enfin, la vérité, c'est qu'on peut toujours tout oublier pour en vouloir plus. Mais la vérité, c'est que ça ne sert à rien de faire de la surenchère démagogique, ce que ne fait pas du tout le président Macron. Il explique clairement, ce qu'il a toujours dit, on va aider les Ukrainiens jusqu'au bout, on leur imposera pas les termes de la négociation, c'est eux qui décideront des termes de la négociation sur la base du rapport de force qui est intégré, et ça je m'excuse, mais c'est quand même plutôt important de le dire, personne ne vous imposera quoi que ce soit sur les abandons, etc. Ça va de soi. Non mais ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, puisque d'habitude, quand on le dit, c'est quand même mieux. Bon, une phrase avant, il a dit... Donc, oui, mais d'accord, après... On n'est pas en guerre. Oui, on n'est pas en guerre, mais ce qui est vrai... Mais l'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. Pas plus les Américains, d'ailleurs. Biden dit la même chose, sauf que ça, tu as tendance à l'oublier. Donc, ils disent aussi qu'ils ne veulent pas y aller. Ils ne mettront pas de troupes au sol. Pour l'instant, tout le monde, que ce soit les Américains ou les Européens, aideront les Ukrainiens à se battre, mais personne n'ira. Il ne faut pas rêver. Dire l'inverse serait mentir. Donc, il se place dans la suite, c'est comment on négociera la sortie sur la base de ce rapport de force. La deuxième chose qu'il dit, et il a raison, c'est qu'il faut arrêter de mentir aux Ukrainiens en leur disant que sous prétexte, c'est ce qu'on leur a fait depuis 20 ans sur la question de l'OTAN, l'adhésion à l'OTAN, l'adhésion à l'UE. Au moins, il vous ment pas. Il vous dit que ça va prendre des dizaines d'années parce que vous n'êtes pas aujourd'hui économiquement, ni même politiquement
non sur un projet d'adhésion à l'Union européenne pour créer une Union européenne avec un projet politique. Il va plus loin. Il dit si on accepte ça, on met les fondements de l'Europe en péril. On refait les mêmes bêtises que de ce qui avait été fait au moment de l'intégration des pays de l'Est dans l'Union européenne, pas sur un projet de construire une Union européenne, mais de stabiliser. À ce moment-là, on n'a qu'à mettre la Turquie, etc. Donc, il essaye de trouver cette solution qui est comment on fait pour donner les garanties de sécurité que l'Union européenne devra donner et de reconstruction dans le cadre des négociations, sans casser le projet politique européen. Ça me paraît plutôt bien posé comme question. Et c'est vrai que ce matin, on a eu... Et c'est pas démagogue. Une annonce un peu plus, disons, un peu contradictoire, hein, puisque Bruxelles disait on va examiner au mois de juin la faisabilité d'une adhésion de l'Ukraine. Donc ça avait l'air quand même un peu... Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs pays européens qui soutiennent la candidature de l'Ukraine. Ils veulent que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Et surtout, aussi, si on regarde les conditions d'acceptation d'autres pays européens qui sont comme les pays de l'ex-Yougoslavie ou les pays baltes, etc., quelle était leur situation économique à l'époque au moment de l'intégration? Et pourquoi on met toujours l'Ukraine à part, comme s'il y avait une sorte de je sais pas, on isole l'Ukraine sur le coin. Donc, moi, déjà pour ça, les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, mais par contre, déjà, je pense que tout peut changer. Il y a encore quelques mois, on disait les armes lourdes, on ne peut pas les livrer. Maintenant, on commence à les livrer. Donc, ça peut changer aussi. Je pense que cette position va